Si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, j'ai une recommandation qui peut vous intéresser. Je viens de terminer le livre de Pierre Haroche, Dans la forge du monde, comment le choc des puissances façonne l'Europe, publié chez Fayard cet été. Je vous en parle dans cette vidéo car ce livre est passionnant, truffé de références culturelles et historiques pertinentes, et il est surtout très utile politiquement pour penser l'Europe et son avenir. Pour les Européens d'aujourd'hui, l'histoire, c'est les autres. C'est ainsi que l'auteur commence en évoquant les soldats russes qui franchissent les frontières ukrainiennes vers l'ouest, en mentionnant les élections américaines qui approchent, ou la course économique et technologique entre la Chine et les États-Unis. Le cœur de ce livre est de nous faire comprendre comment les Européens ont cessé de faire l'histoire, comment le destin de l'Europe dépend désormais des choix et de la volonté des autres puissances, comment l'histoire est devenue un produit d'importation en Europe. Pierre Haroche sait trouver des formules qui condensent sa pensée et qui tapent juste lorsqu'il nous dit « L'Europe a fait le monde, mais c'est désormais le monde qui fait l'Europe ». Ce tableau réaliste, peu réjouissant. Il pourrait inviter à se lamenter sur notre sort. Mais la force de Pierre Haroche est de nous montrer que dans son déclassement, dans son décentrement, l'Europe prend conscience d'elle-même, de son identité, de l'intérêt qu'elle a à s'unir. Le cœur du livre réside donc ici, dans la description de ce phénomène historique qui fait que plus l'Europe est déclassée, plus elle perd son statut central, plus elle est déterminée par les forces extérieures, alors plus elle s'intègre et plus elle va consolider son unité. L'auteur s'intéresse d'abord à ce qu'il appelle l'Europe impériale, période qui s'étend des grandes découvertes jusqu'au milieu du XXe siècle. Il choisit la date de 1522 comme naissance symbolique de cette Europe impériale, c'est-à-dire lorsque les survivants de l'expédition lancée par Magellan achèvent leur tour du monde. Si les Européens cherchent avec tant d'intérêt de nouvelles routes maritimes, c'est notamment parce qu'ils cherchent à briser le siège musulman qui leur est imposé. L'Empire ottoman domine alors la Méditerranée, et depuis qu'il a pris Constantinople aux chrétiens en 1453, il fait peser une lourde menace sur le cœur de l'Europe, depuis les Balkans et le Danube. En contournant et en voulant encercler les forces musulmanes, les Européens vont partir à l'assaut du monde. Ce monde, ils ne vont pas seulement le conquérir et en exploiter les richesses, ils vont le relier. Personne d'autre que les Anglais ne maîtrisera autant cet art de relier le monde, de le connecter telle une vaste toile avec ses centres et ses réseaux. Le cœur de l'Europe impériale, ce n'est plus Rome, ce n'est plus l'espace carolingien, mais c'est le littoral, c'est la puissance maritime, c'est le Portugal, l'Espagne, puis les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la France et leurs empires coloniaux. Deux chiffres permettent de rendre compte de cet empire européen mondial. En 1913, l'Europe représente 19% de la population mondiale, mais près de 40% du PIB du globe. En 1914, l'Europe ne représente que 8% des terres de la planète, mais elle en contrôle 84%. Les Européens ont créé le monde car ils l'ont relié. Ils l'ont connecté en un gigantesque système mondial, reliant toutes ses parties. En faisant de la planète leur empire, ils ont fait leur gloire, mais ont aussi préparé leur déclin, sans le savoir. Ils ont aligné les destinées des continents et des peuples, mais en grande partie contre eux. De ce point de vue, selon l'auteur, la Première Guerre mondiale est à la fois l'apothéose et le début de l'effondrement de l'Europe impériale. Si la guerre est mondiale, c'est parce que l'Europe est alors le centre du monde. C'est vers elle, vers ses usines et ses champs de bataille, que les hommes et les ressources du monde entier vont converger. Toute la puissance de l'Europe impériale se déchaîne sur le continent. C'est l'apothéose de la domination européenne, mais aussi sa fin. Seules des puissances non européennes, les États-Unis et le Japon, sortent renforcées du conflit. La Seconde Guerre mondiale va accélérer le processus au profit des États-Unis, mais aussi de l'URSS, puissance en Europe, mais qui s'est constituée largement contre l'Europe. Le règlement de la Seconde Guerre mondiale échappe aux Européens, et c'est tout un symbole que le siège de l'ONU n'ait pas été installé à Genève, au cœur de l'Europe, mais à New York. Le monde post-européen commence à s'écrire. Il va s'écrire aussi au sein des colonies et ex-colonies de l'Europe impériale. Il va notamment s'écrire symboliquement lors de la crise de Suez en 1956, où Français et Britanniques devront se soumettre aux pressions des Américains et des Russes. Le choc est terrible. Que ce soit à l'ouest ou à l'est du continent, les Européens ne disposent plus de leur liberté d'action et de décision. Ils doivent agir dans la marge de manœuvre que les deux grands leur tolèrent. L'Europe subordonnée, c'est l'Europe qui ne domine plus le monde, mais c'est l'Europe qui reste néanmoins le cœur des enjeux du monde. C'est l'Europe qui demeure l'enjeu prioritaire de la compétition entre les grandes puissances. Les décolonisations et la guerre froide provoquent donc le premier décentrement de l'Europe. De centre du monde, l'Europe est devenue arène du monde.
L'Europe a donc unifié le monde, avant que le monde ne joue son destin en Europe. Pierre Haroche pose une question complémentaire. Le monde a-t-il unifié l'Europe en retour? Une des caractéristiques fondamentales de l'Europe impériale était l'intensité de la rivalité et des guerres entre États européens, encourageant ces derniers à investir massivement dans les technologies militaires et l'expansion outre-mer. En visant à réduire et même à faire disparaître cette rivalité, la construction européenne fait figure d'anomalie. Elle n'est d'ailleurs pas qu'un phénomène endogène. L'Union européenne a été largement l'œuvre des États-Unis et de l'URSS, non pas par un quelconque complot, mais par le choc de leur affrontement. Chacun y a trouvé son compte. En construisant l'Europe, la 4e République française entendait contrôler la renaissance de la puissance allemande, tandis que l'Amérique y voyait le moyen d'accélérer le relèvement économique de cette Allemagne de l'Ouest, rempart contre le communisme. L'unité européenne est donc largement le fruit inévitable de la subordination de l'Europe. C'est la force de ce livre que de replacer la construction européenne dans le contexte historique plus large des décolonisations, de la fin des empires coloniaux européens, notamment français et britanniques. Comme l'écrit Pierre Haroche, l'Europe va alors apparaître comme une bouée de sauvetage, comme l'asile des empires déchus. Cette analyse est stimulante, car elle propose une lecture différente de la construction européenne, trop souvent perçue comme un processus juridique, technocratique. Il y avait également d'importantes réflexions géostratégiques, et les partisans de ce projet européen ont donc vu dans l'Europe un espace de substitution aux empires perdus ou en voie d'être perdus. Lorsqu'il parle de l'Europe subordonnée, Pierre Haroche insiste notamment sur la subordination militaire, et il propose une expression intéressante, la bulle euro-atlantique. De quoi s'agit-il? On l'a vu, l'intensité de la compétition entre armées européennes avait fait la force des États européens. Or, dans l'Europe subordonnée, c'est l'Amérique qui fournit l'essentiel de la protection américaine dont les Européens ont besoin face à l'URSS. Au sein de cette bulle, les Européens ne voient alors que des avantages. Ils peuvent consacrer une moindre grande part de leur budget aux dépenses militaires, tout en étant protégés. Cette bulle a perduré à la fin de la guerre froide, au nom des célèbres dividendes de la paix. Mais tout cela se fait au détriment de la liberté stratégique des Européens. Lorsque les intérêts américains et européens convergent, par exemple pour contenir l'URSS en Europe, les problèmes sont moins visibles. Mais quand les intérêts européens et américains ne se recoupent pas, alors les Européens ne sont pas en capacité d'agir et de défendre leurs intérêts propres. Pour Pierre Haroche, l'Europe a atteint un nouveau stade historique qui découle des rapports de force mondiaux et de la nouvelle donne géostratégique. L'Europe n'est plus la région prioritaire du monde. C'est l'Asie qui a pris le relais, et plus précisément l'Asie-Pacifique, dont le cœur est la mer de Chine méridionale et la question de Taïwan. L'idée que l'Asie est devenue la région prioritaire pour l'Amérique ne fait plus débat, de même que la désignation de la Chine comme son adversaire principal. Pour de nombreux stratèges ou conseillers américains, par exemple Elbridge Colby, vice-secrétaire adjoint à la défense sous Trump et qui a coordonné la stratégie de défense nationale de 2018, Taïwan est plus important que l'Ukraine. Et l'Ukraine serait même une distraction faisant le jeu de la Chine. C'est une opinion partagée par les plus proches conseillers de Trump, mais que ne rejetterait pas non plus le camp démocrate. Tous sont convaincus que l'Amérique ne peut plus mener simultanément deux guerres majeures, c'est-à-dire affronter à la fois la Chine et la Russie. Il n'est donc absolument pas dans l'intérêt américain d'être impliqué dans une guerre ouverte en Europe avec la Russie, ni d'accorder trop de moyens à soutenir Kiev, ce qui explique l'engagement relativement prudent en Ukraine et discrédite largement les théories voulant que cette guerre en Ukraine ait été souhaitée par les Américains. Le débat serait long à ce sujet, mais nous pouvons en tirer un enseignement. L'Europe est victime d'un second déclassement, d'un second décentrement. Non seulement elle n'est plus le centre du monde, mais elle n'est plus qu'une région secondaire en marge de l'Asie. Cette nouvelle ère dans laquelle nous vivons et allons devoir vivre, c'est l'ère de l'Europe provinciale. Ce constat ne doit pas inciter au pessimisme et au découragement. C'est une rupture historique profonde, difficile à accepter pour nous, Européens. Mais c'est aussi une chance à saisir. Les États-Unis ne veulent pas abandonner l'Europe, mais ils n'en font plus leur priorité, dont acte. Dans cette configuration, nous ne pouvons plus accepter de déléguer notre sécurité et notre puissance à l'Amérique. La guerre en Ukraine peut donner l'impression que l'Europe n'a jamais été aussi dépendante de Washington. Et certains faits donnent du crédit à cette affirmation. Mais paradoxalement, jamais non plus les Européens n'ont pris conscience qu'ils ne pouvaient s'en remettre intégralement aux Américains pour leur sécurité. Et ils se sont remis à faire d'importants efforts budgétaires pour leurs capacités militaires.
Lorsqu'il invite les Européens de l'OTAN à faire davantage pour leur défense, Trump, qui pourrait revenir au pouvoir bientôt, ne fait que renforcer cette tendance et lui donner sa chance. Son colistier, l'intellectuel J.D. Vance, l'avait dit dans une formule marquante en février dernier. Les Américains veulent des alliés en Europe, pas des États clients. À l'Ouest, le relatif désengagement américain renforce l'unité européenne. Cette unité est encore renforcée par la collision avec la Russie à l'Est. Nous le voyons depuis 2 ans, et même depuis la crise Covid, et le rapport Draghi atteste d'une certaine prise de conscience. L'Europe ne se complaît plus seulement dans un discours des valeurs ou dans sa puissance normative. Elle accorde une place essentielle à la géopolitique et parle de réduire nos dépendances. Tout cela reste extrêmement imparfait, mais force est de constater que de plus en plus, l'Europe assume une distinction entre un intérieur, nous, et un extérieur, les autres, composé de partenaires, de compétiteurs ou de puissances hostiles. Cet effort de démarcation est à saluer, mais il faudrait le décliner et le renforcer dans tous les domaines, à commencer par celui de l'immigration. Mais l'essentiel du propos de l'auteur est ici. Poutine n'est pas seulement celui qui a redonné vigueur à la sécurité collective de l'OTAN, il est l'homme politique qui a fait le plus pour la transformation de l'Union européenne en union géopolitique. Grâce à l'impérialisme russe, si l'on peut dire, l'Europe provinciale vient donc combler l'une des principales lacunes que lui avait léguée l'Europe subordonnée, son sous-développement en matière de sécurité et de défense. Paul Valéry, dans son article de 1919, La crise de l'esprit, posait les interrogations suivantes. L'heure actuelle comporte cette question capitale. L'Europe va-t-elle garder sa prééminence dans tous les genres? L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique? Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps? À la lecture de ce livre, il ne fait guère de doute que l'Europe est redevenue ce petit cap du continent asiatique, et ce malgré les possessions ultramarines de la France ou la taille de son espace maritime. Il ne s'agit pas de s'en lamenter, mais d'en prendre toute la mesure pour ne pas regarder le monde qui nous entoure avec des verres déformants. Admettre que l'Europe est une province du monde et qu'il nous faut défendre et organiser au mieux cette province face aux défis militaires, économiques, migratoires, technologiques, voilà un vaste chantier qui nous attend. L'auteur termine son essai par ces mots. Être européen, c'est être une histoire. Il ne tient qu'à nous de la continuer.